Notre invitée aujourd'hui nous reçoit dans son quartier général de bataille. D'ici, elle a prévu de mener 2 nouveaux combats électoraux en 2015 qui devraient conforter sa place de femme politique à la fois la plus puissante et la plus haïe de France. Elle, qui arpente les estrades des meetings et les plateaux de télévision, a accepté de nous livrer une autre partie d'elle-même en nous conviant chez elle, dans son bureau. Notre invitée, c'est Marine Le Pen, présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, dans votre bureau. Alors, ce qui frappe quand on entre, c'est les multiples symboles de la République que vous avez choisis. Évidemment, les drapeaux qui sont derrière moi, mais aussi cette gravure, par exemple, de la Marseillaise. Alors, pourquoi avez-vous envie, vous, d'incarner la France? Car c'est un peu ce qu'on a envie de faire quand on veut devenir présidente de la République. Parce que je l'aime. Voilà, je l'aime, j'aime la France, j'aime les Français. Je n'arrive pas à me dire qu'un jour je ne pourrai être qu'un spectateur de la vie de mon pays, un spectateur aussi de ses souffrances. Je n'arrive pas à rester sur le bord du chemin en regardant devant moi faire prendre des choix politiques dont je sais qu'ils sont dévastateurs pour notre pays. Et donc, chaque matin, j'ai cette forme d'indignation par rapport à l'ensemble du mal qu'on peut faire au pays, des erreurs qui peuvent être commises. Et cette conscience-là, cette envie-là, vous l'avez depuis quand? Aussi longtemps que remonte votre mémoire? À partir de quand vous êtes... Je crois que je l'ai toujours eu. Je pense que j'ai été élevé dans l'amour du pays, dans le patriotisme, dans aussi ce sens du sacrifice. Quand on fait de la politique dans des conditions aussi difficiles que celles des dirigeants du Front National, hein, souvent sous les injures, souvent face à une somme considérable de mépris, c'est une forme de sacrifice aussi que l'on fait. Vous avez parlé de l'environnement hostile. J'imagine que vous avez toujours ressenti autour de vous, forcément, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a peut-être aussi des origines peut-être sulfureuses dans le parti que vous incarnez. Il y a un livre dans votre bibliothèque là, qui s'appelle « Survivre ». Vous avez l'impression que c'est un peu la métaphore de votre vie? C'est un livre de Xavier Maniguet, c'est Survivre en milieu hostile. Voilà, donc en réalité ça traite du désert, de la montagne, des naufragés. Mais c'est vrai qu'en politique, il faut avoir le cuir épais. Voilà, il faut avoir le cuir épais. Or on a le cuir épais que quand on sait pourquoi on se bat. Moi, j'ai escaladé la politique par la face nord, hein, si je puis me permettre. C'est-à-dire je n'ai connu, toute jeune de la politique, que les aspects les plus difficiles, les plus compliqués, parce que les vous avez plus arides. aussi choisi de prendre la succession de votre père. Vous auriez pu faire la politique autrement à partir d'une autre base électorale, hein, ou d'un autre parti. Oui, dans le confort. C'est ça. Sauf que j'aurais été en désaccord avec mes convictions. Donc les convictions, la foi que vous avez dans les idées que vous portez, c'est ce qui vous permet de tout dépasser, c'est ce qui vous permet de tout accepter et c'est ce qui vous rend tout facile. Je crois que c'est Henri IV qui disait « L'immense amour que j'ai pour la France m'a toujours tout rendu facile ». Voilà, donc je n'ai jamais regretté une seule journée de ma vie de me battre pour défendre mes convictions, même si c'est compliqué. Vous n'avez jamais rêvé d'un environnement, d'une vie plus douce que cet affrontement politique Bien sûr, on rêve tous de ça. On rêve tous d'avoir une vie parfois plus douce, bien sûr. Mais encore une fois, moi je me bats pour un idéal qui me dépasse. Je veux dire, ma propre situation personnelle a assez peu d'intérêt. Il faut que personne ne manque à l'appel, et encore moins moi que les autres. On va commenter cette photo avec votre père, parce qu'évidemment, on la remarque quand on est dans ce bureau, elle n'est pas anodine. D'abord parce qu'on vous reconnaît tout de suite alors que vous êtes de dos. Ensuite, pourquoi avoir choisi une photo de dos de vous et votre père? Parce que je la trouve poétique, cette photo. Je la trouve, on est côte à côte. Vous savez, quand on fait de la politique, on prend... Il est costumé? Oui, non. Oui. En pirate ou... Exactement, il est en corsaire, c'était lors d'une soirée déguisée. Et voilà, je la trouve justement originale parce que nous sommes de dos et parce que même de dos, on nous reconnaît. C'est peut-être un élément assez étonnant. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui reconnaissent de dos, mais là c'est le cas. Non, donc, en plus... Voilà, donc je la trouve sympa. Et puis il y a quelque chose qui passe dans cette photo entre lui et moi. C'est quoi l'héritage politique de votre père pour vous? La pugnacité, le courage, l'amour de la France jusqu'au sacrifice de tout, de la vie familiale, du confort personnel. C'est un homme valeureux vraiment on lui est reconnaissant de cela parce qu'après tout, s'il ne s'était pas battu pour
en soufflant sur la flamme de la nation pendant que tous les autres cherchaient à la faire disparaître, nous ne serions pas aujourd'hui susceptibles, capables de la faire renaître, de la défendre. Et est-ce que pour autant vous revendiquez un droit d'inventaire par rapport à cette filiation politique? Oui, mais je veux dire, je n'ai pas de droit d'inventaire. J'ai des divergences avec lui, je les ai exprimées au fur et à mesure du temps. C'est pas non plus ce qui me construit. Je ne me construis pas par rapport, encore une fois, à lui, ni contre lui. Ça n'aurait aucun sens. Entre lui et moi, c'est un peu comme un ciel breton, quoi. Il fait beau plusieurs fois par jour. Il peut aussi arriver qu'il fasse évidemment mauvais plusieurs fois par jour. Mais nous sommes deux forts caractères, deux, je crois, gens profondément convaincus, deux personnes profondément convaincues. Alors de temps en temps, c'est vrai que ça heurte. Bon. Comment vous expliquez, ou est-ce qu'il y a plus ou moins de gens infréquentables dans vos militants et dans certains de vos candidats? On a vu récemment des profils racistes ou homophobes. Est-ce que vous en avez plus qu'ailleurs ou pas? Absolument pas. Ceci est totalement faux, mais nous sommes en revanche surveillés comme le lait sur le feu. Je veux dire, tous nos candidats, y compris les candidats des cantons les plus reculés, sont passés au scanner, on regarde leurs tweets, on remonte jusqu'à 3, 4, 5 ans en arrière. Mais aux autres, ce sont des condamnations pour détournement de fonds, des condamnations pour avoir volé l'argent des contribuables, des condamnations pour avoir, comme pour un candidat de l'UMP, fait incendier des caravanes de Rome. Les Schuller, ils sont toujours là, après avoir un casier judiciaire considérable, etc., etc. On a vu beaucoup de représentations de Jeanne d'Arc dans ce bâtiment. Il y en a à l'entrée, il y en a dans votre bureau. Pourquoi cette passion pour Jeanne d'Arc? D'abord, c'est une femme. Je veux dire, ça mériterait qu'elle soit l'égérie de celles qui se disent féministes. C'est un personnage gigantesque de l'histoire de France. Et la situation que nous vivons, somme toute, a un parallélisme avec la situation... Lequel la souveraineté de la France avait été transmise par une autorité légitime. Voilà. La France allait perdre sa souveraineté, allait perdre sa liberté par l'action, non pas par une invasion étrangère ou par une guerre, mais par le transfert de la souveraineté à une puissance. Donc vous sentez une filiation à une finalement puissance avec Jeanne étrangère. d'Arc. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne, où jamais je n'oserais démarrer la moindre Vous faites le parallèle entre les deux moments de l'histoire et votre situation. entre Jeanne d'Arc et moi, mais c'est une patronne de la France, et donc à ce titre, et puis c'est encore une fois un personnage exceptionnel, enfin je veux dire, de jeunesse, de conviction, de foi, d'amour pour le pays. Oui, c'est vrai, pour moi, ça m'inspire. Il y a une autre femme dans ce bureau, je vois un livre d'Eva Perón. Oui. C'est un modèle pour vous? Evita Perón, c'est un modèle, c'est pas un modèle. Ce sont des femmes qui s'engagent en politique. Qu'on a qualifié parfois de populistes aussi. Oui, mais populistes, on qualifie tous ceux qui ne sont pas dans le système de populistes. Hein. Bon, moi, je m'attache pas beaucoup à ces anathèmes. Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va parler d'une autre femme. La musique, vous n'écoutez pas de musique dans ce bureau? Jamais? Non, j'ai du mal à travailler et à écouter la musique en même temps. Alors évidemment, c'est une question d'actualité, mais est-ce que vous avez aimé Madonna? Oui, j'ai aimé Madonna, bien entendu, quand j'étais jeune, comme quasiment tout le monde, tous les gens de ma génération, je crois. Donc j'ai aimé Madonna. Je l'ai moins aimée quand elle a commencé à attaquer, évidemment, le Front National. Mais alors maintenant, elle voudrait vous voir pour comprendre qui vous êtes. Et vous avez accepté le rendez-vous. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à Madonna? Mais tant mieux. Tant mieux, parce que je trouve que c'est positif comme démarche de sa part. Ça veut dire qu'elle a le sentiment qu'elle-même, d'ailleurs, ayant été caricaturée ayant été victime de polémiques, parfois artificielles, eh bien, elle se dit, après tout, est-ce que Marine Le Pen n'est pas caricaturée? Est-ce que je ne devrais pas discuter avec elle C'est ce que vous lui direz? Voir ce qu'elle pense. Donc, voilà, j'aurai l'occasion probablement de discuter avec elle. Elle veut que nous parlions de droits de l'homme. Une autre femme, Brigitte Bardot, je vois un livre, celle qui dit que vous avez toutes les qualités d'un homme, si je puis dire. Je ne vais pas donner sa phrase exacte. Ça vous a fait plaisir qu'elle vous ait rendu hommage, Brigitte Bardot? Moi, j'aime beaucoup Brigitte Bardot. Vous voyez, elle fait partie de ces femmes que je trouve extrêmement courageuses, qui elle aussi a sacrifié le confort d'une carrière où elle était une icône.
pour entrer dans un combat qu'elle a suivi depuis sans jamais en dévier. Je trouve que c'est une femme vraiment d'un très grand courage, d'une grande intelligence, d'une grande sensibilité. Donc quand des gens de ce niveau-là vous apprécient, ben oui, j'avoue que j'en tire un certain plaisir. Malgré ses faiblesses, ses failles, parfois des mots Oui, les mots, un peu durs sur les musulmans. condamnés pour des mots toujours, mais c'est drôle parce que, bon sang, mais j'ai vu moi des millions de gens descendre dans la rue pour défendre la liberté d'expression, pas plus tard qu'il y a un mois et demi, et il n'y a pas un jour en France où on ne condamne pas des gens pour des mots, où on n'est pas indigné par des mots, où on n'est pas scandalisé par des mots. Encore une fois, laissons un peu la liberté d'expression dans notre pays. Même quand ça bascule vers le racisme, cette liberté d'expression, ça peut arriver. Non, ce n'est pas arrivé pour Brigitte Bardot, je suis désolée. Elle a été condamnée pour avoir condamné l'abattage rituel, qui est une cruauté terrible à l'égard des animaux qui pourrait être évitée et qui de surcroît est un danger sanitaire. Ben moi, je la défends totalement. Alors, on continue à regarder autour du bureau. Il y a ces deux bulletins électoraux de 2012, Sarkozy-Hollande. Vous m'avez dit que vous l'avez retrouvé dans votre poche il y a quelque temps. Oui, j'ai retrouvé il y a quelque temps. Je n'avais pas mis un manteau depuis longtemps. Je l'avais perdu, je l'ai retrouvé. Et en mettant ma main dans ma poche, j'ai retrouvé les deux bulletins de la présidentielle. C'est la preuve que vous avez voté blanc. Oui, enfin, je n'ai pas besoin de preuves. En l'occurrence, je n'ai rien à prouver à personne. Mais c'était assez rigolo. Du coup, je les ai épinglés sur mon mur. La robe qui n'est pas le mur du syndicat de la magistrature. Non, effectivement. La robe d'avocate, c'est votre robe d'avocate Oui, c'est la mienne. C'est intéressant de l'avoir accrochée comme ça au miroir. Ça veut dire que vous avez la nostalgie, c'est-à-dire que c'est un moment important, ça vous a aussi structuré. Mais je crois que je suis encore une avocate. On reste une avocate. Je suis aujourd'hui l'avocate de la France. Avant, j'avais des clients. Maintenant, je mets ma force de conviction pour défendre mon pays. Deux tableaux d'art contemporain dans le bureau. Oui, c'est une grande artiste qui est une grande artiste franco-israélienne qui est une amie et qui m'a offert ces tableaux. Elle m'a offert d'abord le toit du monde en me disant que c'était là où je devais aller. J'en demande pas tant quand même. C'est un tableau que je trouve très beau. Et puis elle m'a offert cette vague bleu marine, un peu en référence bien sûr à nos slogans de campagne, qui est également un tableau que j'aime beaucoup. Voilà, donc il m'accompagne. Il faut être un peu mégalo quand on est politique. La vague bleu marine, le toit du monde. Non, il ne faut pas être mégalo, non, pas du tout. Moi, je ne le suis pas du tout. Je suis toujours d'ailleurs frappé de voir ces responsables politiques qui pensent qu'il faut absolument qu'ils aillent raconter qu'en buvant leur biberon, ils espèrent être président de la République. Tout à l'heure, vous nous avez un peu avoué quand même que ça faisait longtemps que la responsabilité de s'engager, vous avez quand même traversé l'esprit. Entre l'engagement, moi je suis à la place à laquelle je suis aujourd'hui, il se trouve que je serai candidate à la présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui vous le pensez que vous serez présidente? Oui, je pense que nous arriverons au pouvoir. Je ne sais pas si ce sera moi personnellement, mais je pense que nous arriverons au pouvoir et que nous aurons l'occasion d'appliquer nos idées, car c'est ce que je crois les Français veulent quand on les aura débarrassés des caricatures qui sont faites sur nous. Oui, nous arriverons au pouvoir. Le plus vite sera le mieux parce qu'on voudrait éviter d'arriver sur un champ de ruines, quoi.